Merci beaucoup. Donc après ces problèmes techniques, je vais pouvoir commencer. Donc en effet, je remercie déjà le comité organisationnel de m'avoir invité. Donc c'est un défi de vous parler des atteintes cutanées dans les maladies rares immuno-hématologiques parce qu'on pourrait en parler des heures. Avant de commencer ce topo, je voulais vous montrer mes conflits d'intérêts. Il n'y en a pas en rapport avec cette présentation. Et donc, pour faire un topo sur ce sujet en une trentaine de minutes, il fallait faire des choix. Donc, j'ai divisé mon exposé en 3 parties. Une première partie qui portera sur les gammapathies monoclonales de signification cutanée. Une deuxième partie qui portera sur les dermatoses myéloïdes clonales. Et enfin, le pemphigus paranéoplasique, parce que je pense que c'est une maladie qui peut concerner les hématologues, et en particulier ceux qui font du lymphoïde. On va commencer par les gammapathies monoclonales de signification cutanée. Donc, vous le savez, depuis une vingtaine d'années, il y a l'émergence de ce concept de gammapathie monoclonale de signification clinique. Vous le savez, il y a des petits clones dangereux. On sait que la gammapathie monoclonale, elle résulte d'une production par une cellule clonale lymphocytaire ou lymphoplasmocytaire ou plasmocytaire. Et cette gammapathie, elle peut être détectable dans le sang. Elle peut être totalement isolée, sans aucune prolifération cancéreuse. On parle de MGUS. Elle peut être associée à une prolifération clonale et avec une certaine masse tumorale. Là, on parle d'hémopathie constituée. Et il y a tout un spectre de pathologies et de manifestations cliniques, en particulier rénales, neurologiques et cutanées, qui peuvent s'observer au cours de ces gammapathies monoclonales. Et donc ce concept de gammapathie monoclonale s'est forgé au cours des 20 dernières années. Il y a la prolifération clonale, ça j'en ai parlé. Il y a le taux du pic qui peut être responsable de manifestations d'hyperviscosité. Il y a des dérèglements du système immunitaire avec des manifestations dysimmunitaires. Et enfin, il y a probablement l'interaction de la gammapathie monoclonale avec des cellules qui vont les influencer. Et on va avoir, par exemple, soit une activité de la gammapathie monoclonale anticorps, soit l'émergence d'excès de certaines cytokines. Et donc, si on devait diviser les gammapathies monoclonales de signification cutanée en différents mécanismes, je dirais qu'il y a celles qui sont responsables de dépôts extravasculaires, et l'archétype, c'est l'amylose, qui, vous le savez, peut être responsable d'un certain nombre de manifestations cutanéo-muqueuses, les classiques hématomes, la macroglossie, les anomalies phanériennes. Il y a également des manifestations vasculaires, en premier lieu la cryoglobulinémie de type 1, des cryofibrinogennes qui peuvent s'associer à des gammapathies et les agglutinines froides. Des manifestations sclérosantes avec des syndromes sclérodermiformes qui peuvent apparaître. Je pense notamment au scléromyxodème ou au sclérodème de Buschke, mais qui sont aussi des manifestations de surcharge, puisque ces maladies appartiennent au rang des mucinoses. Vous avez également un certain nombre de pathologies qui sont liées, comme je le disais, à une activité anticorps. Il y a des angioœdèmes acquis, bradykiniques, liés à la présence d'anticorps anti-C1 inhibiteurs qui sont associés à la gammapathie. Des manifestations aussi xanthomateuses, des xanthomes, des xanthogranulomes nécrobiotiques, des xanthelasmas qui peuvent être associés à une gammapathie ayant une activité dirigée contre les lipoprotéines. Et enfin, une dysrégulation cytokinique avec un excès d'un certain nombre de cytokines. Le POMS en est l'archétype avec ces fameux angiomes gloméruloïdes, mais tout un tas de manifestations cutanées, et le syndrome de Schnitzer qui donne des éruptions urticariennes, pseudo-urticariennes, et un syndrome auto-inflammatoire acquis avec un excès d'IL1. Donc, je n'aurai pas le temps de détailler évidemment toutes ces pathologies. J'en ai choisi une qui est le scléromyxodème, qui est une pathologie, comme je l'ai dit, qui appartient au spectre des mucinoses et des maladies sclérosantes, qui est une pathologie qui s'associe dans plus de 90% des cas à une gammapathie monoclonale, le plus souvent IgG lambda. Et cette maladie, c'est vraiment une maladie systémique parce que, il y a tout un cortège de signes, les signes cutanés en premier lieu, donc qui sont illustrés sur ces photos, où vous voyez des patients qui sont atteints d'un syndrome sclérodermiforme qui est volontiers distal, associé à des papules qui sont blanchâtres, avec une topographie tout à fait particulière, le dos des mains, la glabelle, les régions auriculaires ou rétro-auriculaires, et puis une infiltration du visage tout à fait caractéristique qui est le faciès léonin. Quand on biopsie ces malades, il y a des dépôts de mucine, il y a une prolifération fibroblastique et il y a de la fibrose. Et ces patients-là vont faire, comme je le disais, des manifestations systémiques de type polyarthralgie inflammatoire, des polyneuropathies, des syndromes canalaires et des complications
graves qui peuvent engager le pronostic vital, qui sont au nombre de 2. La première, qui est nommée le dermatoneurosyndrome, qui est un tableau d'encéphalopathie subaiguë qui frappe les malades probablement dans des contextes d'infection, donc il y a peut-être un trigger infectieux. Et en tout cas, ces patients font de la fièvre, sont rapidement confus et évoluent vers un tableau d'épilepsie et état de mal épileptique, et ce qui les amène pour l'essentiel en réanimation. Donc, dans une série française d'une trentaine de malades, il y avait un tiers des patients qui étaient concernés par cette complication au cours de leur histoire naturelle de la maladie. Et puis, d'autre part, des cardiopathies de surcharge qui sont en fait de la mucine et non pas de l'amylose dans cette pathologie, et qui est retrouvée dans 10% des cas environ. Et donc on sait depuis une vingtaine d'années que les immunoglobulines intraveineuses sont particulièrement efficaces dans cette maladie. On arrive à obtenir une réponse complète, c'est-à-dire une disparition de tous les signes cliniques dans 40% des cas à peu près, mais finalement la majorité des malades vont être en réponse partielle. Et avec le développement de stratégies de ciblage du clone dans le myélome et l'amylose, eh bien, on arrive maintenant à proposer ces stratégies pour mettre en réponse complète les malades. Et donc ça, c'est l'organigramme qui date un peu maintenant, où dans des formes qui sont, je dirais, purement cutanées, qui ne sont pas compliquées d'atteinte neurologique ou cardiaque, on a tendance à proposer en première intention les immunoglobulines intraveineuses, et on discute au cas par cas l'ajout d'une stratégie de ciblage du clone plasmocytaire. Et c'est vrai que dans des formes d'emblée sévères, d'emblée très résistantes ou réfractaires aux immunoglobulines, ça existe. On propose volontiers le ciblage d'emblée avec les immunoglobulines intraveineuses. Et je vais vous présenter un travail là, qui a été réalisé avec l'équipe d'immunohématologie de l'hôpital Saint-Louis, donc le docteur Thèves, donc qui vient d'être accepté dans le JEADV, qui est un journal de dermatologie, où 8 patients atteints de scléromyxodème, dont 5, plus de la moitié, avaient fait une forme neurologique centrale, avaient été traités par immunoglobulines intraveineuses. Et vous le voyez, on retrouve à peu près les chiffres de l'étude précédemment citée. 5 patients étaient en réponse partielle, 3 en réponse complète. Et ils se sont vus proposer des stratégies de ciblage du clone plasmocytaire associées aux IGIV. Donc des protocoles principalement dominés par l'édalimumab plus dexaméthasone. Certains ont reçu du daratumumab, et puis un patient qui a reçu du bortezomib, cyclophosphamide, dexaméthasone. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une inversion finalement du rapport avec des patients qui vont être pour la plupart en réponse complète. Et quand on regarde la réponse hématologique, c'est intéressant parce qu'elle est parallèle finalement à l'atteinte cutanée, avec 4 malades qui ont pu être sevrés des immunoglobulines intraveineuses, qui sont quand même données au rythme de tous les mois ou tous les 2-3 mois. Donc c'est quand même, pour des patients qui sont parfois jeunes, une bonne chose de pouvoir les sevrer, aussi dans le contexte de pénurie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a 2 chez qui on a arrêté durablement les immunoglobulines. On a maintenant un recul d'1 an. Ils ont une immunofixation négative. Ils n'ont pas récidivé de leur forme neurologique centrale, et ils sont en réponse complète cutanée. Et les seuls qui finalement ont rechuté un petit peu sur la peau, c'est ceux qui étaient en VGPR, où il y avait quand même toujours un pic détectable. Et donc pour finir sur cette partie, cette première partie, je dirais qu'en dermatologie, on est particulièrement attentif au retentissement extradermatologique, parce qu'évidemment, on ne va pas proposer des traitements ciblant le clone plasmocytaire quand on est juste, entre guillemets, face à une atteinte cutanée isolée. Et donc là, j'ai fait de manière très arbitraire, mais un petit peu une gradation de l'intensité du traitement en fonction des différentes pathologies qu'on peut rencontrer. Il faut bien sûr discuter avec les hématologues, et c'est toujours un plaisir de le faire. Et il y a des réunions de concertation pluridisciplinaires qui permettent de décider ou non de cibler le clone. Et donc là, je fais un petit peu de pub pour l'hôpital Saint-Louis. On a monté très récemment une RCP nationale avec le centre de référence des amyloses AL, qui se tient donc de manière mensuelle, où il y a des hématologues, l'équipe du professeur Arnulf, l'équipe de dermato, des anatomopathologistes, où on discute justement de toutes ces pathologies qui sont quand même rares. Et on a également une consultation mensuelle où vous pouvez nous adresser des patients pour avis. Donc voilà pour cette première partie.
Je vais ensuite vous parler d'un autre registre, le registre myéloïde, donc des dermatoses myéloïdes clonales, en commençant par un petit peu d'histoire. Donc là, vous avez la photo de Robert Douglas Sweet, qui était un dermatologue anglais, qui a décrit en 1964 une dermatose qui est bien connue des dermatologues, qui s'appelle le syndrome de Sweet, qui était décrit comme une dermatose aiguë fébrile. Donc c'est des papules ou des nodules qui siègent sur le dos des mains, le visage, et qui s'accompagnent de fièvre. Et il l'avait qualifié à l'époque de dermatose neutrophilique, sans qu'il ait retrouvé une cause infectieuse expliquant cette pathologie. Et dans les années 90, s'est développé ce spectre de maladies neutrophiliques, puisqu'il y a d'autres entités dont je parlerai après. Et on s'est aperçu à cette époque qu'il y avait une association significative avec des pathologies myéloïdes. En 2001, c'est intéressant de revoir ce papier rétrospectivement. Il y a Camille Française, qui est une dermatologue de l'hôpital Tenon et de la Pitié-Salpêtrière, qui faisait beaucoup de médecine interne et qui avait décrit des atteintes cutanées dans la polychondrite atrophiante. Et sur les 200 malades qu'elle avait inclus dans sa série, des patients qui étaient suivis essentiellement à la Pitié-Salpêtrière, il y en avait 22 qui avaient un syndrome myélodysplasique, qui avaient une dermatose neutrophilique, principalement des Sweet. Et ils avaient une polychondrite atrophiante, et rétrospectivement, on peut se dire que ces malades étaient en réalité des Vexas. En 2005 est décrit un variant histiocytoïde que je vais vous décrire, hein, qui est un variant particulier de syndrome de Sweet, où vous avez des cellules qui ne sont pas des neutrophiles de morphologie normale, hein, c'est souvent un profil plutôt immature, avec donc un infiltrat de cellules mononucléoïdes qui peut ressembler à des histiocytes, et donc on s'est aperçu qu'il y avait quand même cette entité-là, et que cette entité était très proprement associée significativement, beaucoup plus que l'autre, avec des myélodysplasies. Et puis progressivement, on s'est aperçu que ces infiltrats neutrophiliques cutanés étaient clonaux, et qu'il y avait une parenté mutationnelle entre la moelle et la peau de ces malades. Et en 2020, eh bien, la publication dans le New England de ce syndrome auto-inflammatoire qui est lié à des mutations du BA1, le Vexas, qui, je vous le rappelle, est très très associé à des syndromes de Sweet, et notamment des syndromes de Sweet histiocytaires. Et enfin, en 2022, l'émergence du concept de myélodysplasia cutis. Donc les dermatoses neutrophiliques, il y en a plusieurs. Il y a le syndrome de Sweet, il y a le pyoderma gangrenosum, il y a l'érythéma elevatum dutinum qui est beaucoup plus rare, l'hydradénite neutrophilique écrine, et puis le syndrome des abcès aseptiques. Et quand on regarde ce que je vous disais dans les syndromes de Sweet, il y a le syndrome de Sweet classique, des papules, des nodules fébriles avec un gros syndrome inflammatoire, une polynucléose neutrophile, ça c'est le tableau classique, une histologie avec des neutrophiles de morphologie normale, et puis le syndrome de Sweet histiocytoïde qui est retrouvé dans 20% des cas. Eh bien, on sait que ce syndrome de Sweet histiocytoïde, il est très, très associé à des mutations, en particulier des mutations impliquées dans les myélodysplasies et les syndromes, les néoplasies myéloprolifératives. Et je ne vous ferai pas l'affront de vous dire, vous, les hématologues, qu'au cours de la vie d'un individu, dans le compartiment médulaire, myéloïde, il y a l'émergence de clones qui vont devenir plus ou moins dominants en fonction des événements de la vie et des infections, de l'inflammation, du stress et des toxiques. Et que schématiquement, on peut commencer par avoir une mutation détectable dans le sang ou la moelle des malades, puis évoluer vers des cytopénies, une myélodysplasie, et puis ensuite vers des cellules très immatures qui vont proliférer, la leucémie aiguë. Et c'est un petit peu la même chose pour la peau, c'est-à-dire qu'on a des malades qui ont un syndrome de Sweet histiocytoïde, ils sont mutés pour DNMT3A, SRSF2, IDH2, ils n'ont pas de cytopénie, et ils ont cette mutation qui est dans la moelle. Et puis secondairement, ils vont évoluer peut-être vers la myélodysplasie. On parlera alors de myélodysplasia cutis. Et ensuite avec des lésions qui vont s'infiltrer, avec des patients qui vont faire vraiment des nodules, voire des tumeurs. Et on va parler à ce moment-là de leukémia cutis. Et donc ce concept de myélodysplasia cutis, donc ça c'est l'article de Jérémy Delalleux, de l'équipe d'anatomopathologie de l'hôpital Saint-Louis, où finalement ils ont décrit ces malades, et ce qu'ils ont montré c'est que il y a un infiltrat dermique de cellules qui sont MPO positives, CD33+, et 163+, CD34-, plutôt histiocytoïdes. Ces patients font des plaques
des papulonodules. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont volontiers cortico-résistants ou corticodépendants et qu'il y a probablement un risque accru de l'âme chez ces malades-là et qu'il y a probablement un intérêt des agents hypométhylants chez des patients qui sont particulièrement cortico-réfractaires. Et donc tout ça nous amène au Vexas. Ça, c'est la description, une des premières descriptions dermatologiques finalement du Vexas cutané hors papier Princeps, qui avait été faite par F. Zakin, qui a montré que ces patients-là faisaient des papules, des plaques, parfois du livédo, et puis cette disposition tout à fait caractéristique arciforme qui est peu retrouvée dans les autres syndromes de Sweet. Voilà. Et donc ce qu'elle montrait, c'est que ces patients-là avaient cet infiltrat neutrophilique souvent atypique et qu'il y avait la mutation UBA1 qui était retrouvée avec des VAF significatives dans la peau. Voilà pour la description du Vexas. Mais en fait, il y a un certain nombre d'entités dermatologiques qui sont en cours de démembrement à l'aune du NGS myéloïde. On a eu des cas de granulomatose cutanée, même parfois systémique, associés à des myélodysplasies, des néoplasies myéloprolifératives, parfois des CHIP. Et donc, je pense que vous devez avoir le réflexe, je ne sais pas s'il y a des internistes dans la salle, mais devant une granulomatose qui va être très corticodépendante chez un patient âgé qui n'est pas très bien classé, qu'on n'arrive pas vraiment à classer en sarcoïdose, il faut avoir en tête que si vous avez une cytopénie a fortiori, il faut faire le NGS. Donc ça, c'est un travail de Gilles Battesti et Alizé Bozona qui sont chefs de clinique dans le service. Il y a bien sûr ces associations entre les histiocytoses non languaires anciennes et en particulier la maladie de Erdheim-Chester et les myélodysplasies dans un papier de Thomas Papeau. Et puis, plus récemment, à Saint-Louis, avec Maxime Battistella, ont été décrites des dermatoses à cellules dendritiques plasmacytoïdes qui sont clonales et qui sont souvent satellites de LMMC, où vous avez une expansion, parfois dans la moelle, mais surtout dans la peau, de ces cellules qui ont vraiment un profil de cellules dendritiques plasmacytoïdes matures. Et ça, c'est intéressant parce que les symptômes des malades peuvent être complètement banalisés. C'est du prurite, c'est des papules excoriées qui ressemblent furieusement à un prurigo. Et donc, si on ne biopsie pas et si on ne regarde pas l'annume du malade, on peut passer à côté. Et souvent, ces malades sont particulièrement résistants au traitement usuel du prurigo. Donc, j'en ai fini pour la partie myéloïde. Et enfin, j'aborderai pour les immunohématologistes une maladie que vous pouvez rencontrer, que j'appelle le grand simulateur des dermatoses bulleuses auto-immunes, qui est le pemphigus paranéoplasique ou syndrome auto-immun multi-organes dans sa composante un peu plus systémique. Donc c'est des patients qui vont faire des tableaux cutanéo-muqueux tout à fait caractéristiques mais très polymorphes, donc il faut savoir l'évoquer devant tout un tas de manifestations. Le plus souvent, c'est une chélérite érosive, une stomatite érosive, assez invalidante avec des patients qui peuvent se retrouver rapidement aphagiques, mais qui s'associe bien souvent à du lichen plan, qui est une dermatose auto-immune, qui là en l'occurrence est auto-immune, mais où vous avez un infiltrat lymphocytaire dans la peau avec une dermite de l'interface et des papules qui sont rosées, brillantes, qui ressemblent furieusement à du lichen plan banal. Et puis, d'où vient le nom de pemphigus paranéoplasique? Bien, c'est des manifestations bulleuses avec des bulles flasques le plus souvent qui vont ressembler à une autre maladie qui n'est pas associée classiquement à des néoplasies et notamment des maladies hématologiques qui est le pemphigus vulgaire, mais vous allez aussi avoir des patients qui vont faire des bulles tendues comme dans la pemphigoïde bulleuse, parfois des formes très extensives qui peuvent ressembler à des layoles, des nécrolyses épidermiques toxiques, et enfin parfois des petites cocardes qui ressemble à une maladie qu'on appelle l'érythème polymorphe et qui peut aussi donner des tableaux comme ça muqueux. Histologiquement, il y a une acantholyse, donc une destruction de l'architecture de l'épiderme, avec une dermite de l'interface, des lymphocytes qui vont se mettre le long de la basale, et une immunofluorescence directe qui va être positive avec le classique double marquage, c'est-à-dire qu'il y a des anticorps qui vont se fixer à la fois aux jonctions interkératinocytaires et au niveau de la membrane basale, ce qu'on ne voit pas dans un pemphigus vulgaire classique. S'associe à cela la présence d'anticorps tout à fait particuliers, des cibles
qu'on ne retrouve pas dans le pemphigus vulgaire, qui sont les plaquines, qu'on peut retrouver en immunofluorescence indirecte et ensuite avec des techniques d'ELISA ou d'immunoblotte, les anticorps anti-envoplaquines, qui sont probablement les plus associés au pemphigus paranéoplasique, mais aussi des périplaquines, des desmoplaquines, et vous pouvez retrouver des anticorps classiques d'autres dermatoses bulleuses auto-immunes, comme les anti-desmogléine 3, qu'on retrouve dans le pemphigus vulgaire, ou la BP230, qui est retrouvée dans la pemphigoïde bulleuse. Et c'est ce qui explique en fait ce polymorphisme lésionnel. Vous avez une composante T cytotoxique dans cette maladie et vous avez une composante humorale où vous avez des anticorps qui vont mimer toutes les dermatoses bulleuses. Et tout ça s'associe dans 90% des cas à une hémopathie. Je vais détailler quel type d'hémopathie, et rarement des cancers solides. Je vous ai mis à titre indicatif, j'ai bientôt terminé, les critères diagnostiques qui associent donc ces lésions muqueuses, la présence d'une néoplasie, la présence de ces anticorps antiplaquines, et une histologie tout à fait caractéristique qui est déterminante pour classer les malades. Et ces patients-là ont une association à des hémopathies plutôt lymphoïdes, des lymphomes non-Hodgkiniens, des leucémies lymphoïdes chroniques, des maladies de Castleman, des thymomes, et puis plus rarement sarcome à cellules dendritiques folliculaires, des gammapathies monoclonales isolées qui sont franchement minoritaires, et puis parfois des cancers solides, en particulier cancer du rein. Et le pronostic est conditionné par plusieurs choses. En tout cas, il est mauvais dans les études, 50% de mortalité à 1 an, avec l'âge qui arrive en premier lieu, la présence de la plus grave des complications de cette maladie, qui est la bronchiolite oblitérante. Vous avez des patients qui peuvent finir en insuffisance respiratoire, qui est plutôt associée à la maladie de Castleman ou au thymome. L'extension cutanée, évidemment, quand on a une forme sévère d'emblée qui décolle à plus de 40%, c'est d'abord de la réanimation et puis tentative de traitement de cette dermatose. La présence des anticorps anti-envoplaquines qui semblent peut-être un peu plus associés, et puis la polyauto-immunité, c'est des patients qui vont faire de la myasthénie, qui vont faire des GEM, des polyradiculonévrites, et donc il faut vraiment les surveiller de près tant que, en tout cas, la maladie n'est pas contrôlée. Il y a bien sûr des complications infectieuses qui peuvent être liées au traitement ou à la maladie causale. Et j'en aurais terminé. Le traitement, il repose quand on peut sur le traitement local, la thymectomie quand on peut, de la radiothérapie éventuellement, et puis un traitement systémique, donc de la corticothérapie, souvent donné à 1 mg kilo, parfois des immunoglobulines intraveineuses dans des formes très très extensives, et puis le rituximab par analogie au pemphigus vulgaire, et en se disant qu'il y a probablement un contingent B qui est responsable de la production de ces anticorps. La bronchiolite oblitérante, c'est une urgence thérapeutique et diagnostique, et donc il faut faire le scanner en coupe fine en inspiration-expiration, et il faut faire les EFR rapidement pour l'authentifier et la traiter, et prévenir la pneumocystose parce que ces patients sont fréquemment immunodéprimés. Je vous remercie, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. C'est un peu comme le débat Biden-Trump, on ne peut pas parler les deux ensemble dans le micro. Je pense qu'il faudrait faire pareil pour les débats des législatives. Donc merci beaucoup Thibault pour ce topo très informatif, pour prendre un anglicisme. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Pour en revenir aux gammapathies monoclonales de signification cutanée, finalement, on voit bien que les IVIG ont une efficacité parfois bonne, parfois nettement moins bonne. Et donc là, vous préconisez dans les formes les moins sévères de commencer par ça et de faire après le traitement anticlonal, si j'ai bien compris. Mais moi, j'avais dans l'idée que la discussion autour du traitement du clone, c'était quand même une discussion à un moment où on avait des thérapeutiques qui étaient quand même assez toxiques, ce qui n'est plus le cas maintenant. Est-ce que vous prévoyez de changer votre fusil d'épaule avec les anti-CD38, par exemple, pour ne pas les citer ? Oui, tout à fait. On est en train de changer notre fusil d'épaule très progressivement. On élargit les indications, et c'est vrai que dès qu'on a un malade qui est en réponse partielle, qui est jeune ou qui a fait une forme sévère, on traite d'emblée. Et évidemment, les anti-CD38 changent clairement la donne. Je pense que ça se discute chez des patients qui peuvent être âgés, comorbides, qui n'ont pas forcément une atteinte sévère, où on se dit peut-être que, je ne sais pas, à 80 ans, traiter le clone, on peut peut-être aussi induire des infections. Et, voilà. Donc, c'est sûr qu'on élargit franchement nos indications. Ce d'autant que pendant longtemps, on pensait que les immunoglobulines intraveineuses protégeaient les malades des formes neurologiques centrales.
Or là, on a eu des exemples récents qui nous ont un petit peu traumatisés, où on a notamment un malade qui était à 1 mois de sa dernière cure, qui était en réponse complète sur la peau, qui avait toujours un pic détectable et qui a fait le dermatoneurosyndrome qu'on a dû échanger en réanimation, qui va mieux maintenant, mais voilà, c'est évidemment des indications qui s'élargissent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a une question dans le chat sur, oui, alors c'est vrai qu'on est tous sensibilisés à des degrés divers aux pénuries récurrentes d'IGIV. Donc la question, si je l'interprète bien, c'est est-ce que dans un certain nombre d'atteintes dermatologiques de type scléromyxodème, quand bien même il n'y aurait pas de facteur de gravité extra-cutané pouvant mettre en jeu le pronostic vital, est-ce qu'il ne faudrait pas d'emblée, ça rejoint un peu ce que tu dis, hein, cibler le clone pour épargner justement les IGIV? Bon, après, c'est des indications confidentielles. Je ne pense pas que ce soit ça qui plombe le marché des IGIV et enfin, c'est pas un marché, mais enfin l'accessibilité par rapport à des PRN chroniques, etc. Mais bon. Non, tout à fait, on est sensible à ça. Après, c'est vrai que c'est une maladie qui est extrêmement rare, hein, donc je ne pense pas que ce soit forcément une problématique. Et à ma connaissance, il n'y a pas de publication récente, en tout cas, de malade qui n'ait pas été traité du tout par IGIV et qui a reçu directement un traitement ciblant le clone. Ça arrivera peut-être, mais moi je conçois plus les IGIV comme un moyen de contrôler rapidement les malades et pourquoi pas les sevrer rapidement au bout de 6-9 mois. Mais on va y venir. Merci beaucoup. Donc, bravo encore. Donc, si ça vous a plu, c'est un avant-goût de choix pour la demi-journée manifestation dermatologique des maladies rares immunohématologiques organisée par la filière le vendredi 20 septembre après-midi. La météo s'annonce clémente. Ça sera dans ce lieu. Donc voilà, save the date.